honorable speakers, ladies and gentlemen. With this conference, I've been in the Schiller Institute for 20 years, so it's a 20 years anniversary for myself. In November 2012, in a similar Schiller Institute En décembre 2012, dans une conférence internationale de l'Institut Schiller en Allemagne, Madame Helga Zepp-Larouche, la présidente, elle a appelé pour une conférence sur une base d'urgence. Elle a dit « La raison est que la situation internationale, particulièrement au Moyen-Orient, et les dangers possibles qui viennent de cette région pour le reste du monde, rend nécessaire d'avoir un type de conférence d'urgence. » Elle a mis en garde que la situation en Asie du Sud-Est et dans le Grand Moyen-Orient, actuellement, était une poudrière totale et complète, et que si cette tendance continuait en politique, l'humanité serait sur le point de s'effondrer à vitesse rapide et contre un mur en briques. Malheureusement, mesdames et messieurs, nous avons frappé le mur dans une grande partie du Moyen-Orient. Et ce qu'a dit, si Madame Larouche fait un avertissement aujourd'hui, je vous invite à y faire très attention. Les effets nets de la doctrine de Tony Blair, qu'on appelle la responsabilité de protéger, qui vivent le droit à des nations puissantes d'abolir la souveraineté et l'indépendance des autres nations avec des moyens militaires, comme cela a été horrifiquement mis en place avec l'invasion de l'Irak en 2003, l'invasion de la Libye en 2011 et des attaques continues en Syrie avec une combinaison des milieux occidentaux, les Saoudiens, les Qataris, les Turcs, qui soutiennent les groupes terroristes islamiques comme Al-Qaïda, Daesh. Mesdames et messieurs, dans toute une partie du Moyen-Orient, dans la grande partie du Moyen-Orient aujourd'hui, est revenu au Moyen-Âge, qui avait suivi d'ailleurs l'invasion des Mongols dans cette région et la destruction du centre de la civilisation, qui était Bagdad en 1258, en 1258. Et les bombardements horribles qui ont eu lieu en Yémen dernièrement contre l'État islamique, soi-disant Al-Qaïda, et ce que font Al-Qaïda et ISIS en Irak, détruisant les vies humaines, les infrastructures, l'héritage historique de la civilisation dans cette région a plus d'effet par l'Arabie Saoudite, avec au Yémen, avec des technologies super puissantes depuis l'espace utilisées par les Anglais. Ils font ça depuis l'espace pour frapper les infrastructures aujourd'hui et les centres culturels. Madame Larouche avait dit que le propos de faire cette conférence en 2012 était de proposer un changement de paradigme dramatique et complet pour mettre fin à la confrontation géopolitique et aux résolutions de guerre, et remplacé par un nouveau paradigme. Elle a proposé, et nous avons, nous, à l'intérieur de l'Institut Schiller, et avec notre magazine américain, l'Executive Intelligence Review, désigné un plan pour le développement économique autour du projet de la nouvelle route de la soie, et de lancer une guerre contre la désertification, les sécheresses, qui atteint aussi les populations de cette région. Ces propositions existent et sont détaillées dans le rapport que vous pouvez trouver à la sortie, qui s'appelle « La nouvelle route de la soie devient le pont terrestre eurasiatique » et qui avait été commandité par M. Larouche en 2014. Donc on a une chance de renverser ce processus. Il y a beaucoup de chances de changer la donne. C'est dans les nuits les plus noires que l'on voit mieux les étoiles. Avec la dynamique créée par les BRICS et leurs nations pour un développement économique et un nouveau système, cela peut être accompli. En restaurant l'indépendance et la souveraineté des nations, les amener autour d'un vrai développement économique et d'un dialogue culturel. Juste pour vous inspirer et amener un optimisme réel dans cette situation, je voudrais vous donner deux exemples de cette région. Et un des exemples vient grâce à l'intervention des nations des BRICS, et particulièrement la Chine, en Afrique. Au milieu de l'enfer qui sévit dans cette région depuis des années, deux nations ont décidé de se lever et de s'engager pour le développement de leur économie et élever leur population en dehors de la pauvreté. Ces deux nations sont l'Égypte et l'Iran. Ces deux nations ont une grande histoire, une grande population, 88 millions chacune,
et la plupart sont jeunes ou des enfants. Des ressources naturelles et humaines énormes et une identité culturelle et historique très profonde. Mais ils sont entourés par des dangers de guerre et de terrorisme. Ils ont été soumis à des sanctions économiques, un apartheid technologique, comme dans le cas de l'Iran, ou par le sabotage de leur économie à travers des politiques imposées par le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et des accords de libre-échange avec l'Europe et les États-Unis, comme il était indiqué plus tôt. Malgré tout cela, ils ont gardé la tête en dehors de l'eau et maintenu les yeux vers l'horizon, travaillant dur pour bâtir leur économie avec les ressources disponibles et soutenues par les BRICS et le projet de la nouvelle route de la soie. The next one, the World Land Bridge. Je voudrais prendre le cas de l'Iran pour commencer. L'Iran s'est rendu une pièce indispensable du projet de la nouvelle route de la soie, car il travaille depuis 1987 pour développer ses infrastructures nationales de transport, d'énergie, pour se connecter à ses voisins. Les ports du Golfe, de la mer d'Arabie, la mer Caspienne, avec le système de transport de chemin de fer, traversent le pays pour aller se connecter aux régions d'Asie centrale. Le sous-continent indien vers l'Europe du Nord, vers un corridor de développement sud-nord, de l'Inde à la Russie, et aussi de l'Asie au Moyen-Orient, en passant par la Turquie et l'Irak. L'Iran a aussi essayé d'activer son programme nucléaire de développement avec la Russie, malgré les sanctions et la pression. La première centrale nucléaire existe en Iran, dans la région de Bushehr. Et le gouvernement iranien vient juste d'annoncer qu'ils vont commencer une série de mini-centrales nucléaires avec la Russie pour être placées sur les côtes du pays dans le but de dessaler l'eau de mer et de générer de l'électricité. Mettre fin à des cycles de sécheresse qui sont historiquement durs depuis 30 ans et qui ont eu un effet massif justement sur les barrages, les infrastructures de l'eau et des projets qui avaient été menés récemment dans le pays. Just to explain what I've been saying, Iran has been using its own strategic position. L'Iran utilise sa position stratégique pour construire la connexion, justement, pour la route de la soie de l'Asie centrale, la Turquie et l'Europe, vers l'Europe. Depuis le golfe de Bandar Abbas, donc un grand port de containers, en fait, avec des doubles systèmes de chemin de fer électrifiés pour les échanges de biens, pour les nations d'Asie du Centre. Elle travaille également avec l'Inde pour construire un autre système de chemin de fer que vous pouvez voir, qui traverse justement dans la région du Caucase, pour le transport de marchandises, qui normalement passerait par la mer Rouge ou la mer Noire, et qui prend, au lieu de 2 semaines, ça prendrait 1 semaine. Donc c'est la route de la soie. Ces projets, c'est pas que du commerce, c'est pas transporter des marchandises d'un point à un autre, mais c'est d'ouvrir les régions et de développer leur potentiel au développement et augmenter justement les capacités de production et de créativité de la population. Mais on a besoin des infrastructures justement que ce système de transport ferroviaire amène. Et bien sûr d'augmenter la vitesse de la productivité dans la région. Donc c'est des couloirs de développement. Et je ne parle pas simplement de commerce. Aussi vers le Pakistan. C'est plus maintenant un chemin de fer, parce que le Pakistan est affecté par le trafic de drogue lié à la guerre au Pakistan, ou en Afghanistan. Et il y a beaucoup de troubles justement autour de cette région-là, avec l'Arabie Saoudite et la Grande-Bretagne. Et ce chemin de fer de Zaidan to Quetta et Peshawar, il est vieux de 100 ans, c'est de l'ère britannique. Et un voyage de là
Ah, ici, ça prend 3 jours. C'est plus un chemin de fer, c'est un train pour touristes. Et un touriste qui avait pris ce train-là avait dit, c'est si lent, c'est que l'avantage, c'est que si vous voyez un beau paysage, vous pouvez descendre, prendre une photo et remonter dans le train sans problème. Le président Xi Jinping était au Pakistan en avril. Ils ont signé des accords justement pour 46 milliards de dollars pour construire un train à grande vitesse de Kashgarin à l'est de la Chine vers le port du Gwadarpur au Pakistan. Donc ils vont pouvoir voir un chemin de fer et dire au revoir en passant près de l'autre train et dire au revoir à l'Empire britannique dans un train à grande vitesse. Ça, c'est le type de projet que l'Iran met en place aujourd'hui, qui se rend indispensable en fait pour toute cette région, pour la communication entre les régions, malgré le terrorisme et les sanctions économiques qui lui ont été imposées récemment. L'exemple suivant, c'est l'Égypte, qui a été soumise à des politiques économiques destructrices. L'Égypte a été soumise à des politiques économiques destructives depuis les années 1980, comme je l'ai dit, et qui a rendu le pays dépendant de l'importation de l'alimentation, du pétrole, de toutes sortes de commodités qu'avant, justement, ils pouvaient produire chez eux en grande quantité dans les années 60 et 70. On va entendre plus de ça avec la présentation suivante de M. Ali Ibrahim, qui va présenter aujourd'hui, et quelqu'un également demain qui parlera de ce sujet-là. Et dans notre magazine, on a beaucoup écrit sur le sujet de l'économie égyptienne. Donc la révolte en Égypte en janvier 2011 a été une réaction en fait à la destruction de la nation. C'était la combinaison entre cette politique défaillante des frères musulmans et cette soi-disant le printemps arabe poussé par les terroristes islamiques qui devenait soi-disant une menace majeure pour l'existence des nations. Mais l'Égypte, elle, a réémergé de ce désastre en 2013 et un nouveau leadership, un nouvel espoir pour la nation s'est levé. Si on regarde le développement économique de l'Égypte et les plans pour le futur que le gouvernement président Abdel Fattah el-Sisi a annoncé les 9 derniers mois, il devient clair que la pensée dans la nation et que son leadership est en harmonie avec la dynamique des BRICS et dans l'intérêt du peuple égyptien. La construction du nouveau canal de Suez, qui a commencé à la fin de l'année dernière, à vitesse grand V, est une indication claire que l'Égypte se positionne en tant qu'élément clé pour la route maritime, la nouvelle route de la soie maritime proposée par le président Xi Jinping une année auparavant. C'est un développement non linéaire avec ces corridors de développement. C'est que dans les années 90, on avait des économistes en Égypte qui disaient on n'aime pas la route de la soie parce que sur Terre, elle passe par l'Iran et la Turquie et nous, on ne sera pas concernants. Et ça ne passera plus par le canal de Suez. Donc ils pensaient en termes linéaires. Et on leur disait non. Le développement économique au global va créer des volumes de changement, des volumes de commerce beaucoup plus grands que toutes ces nations n'ont jamais connus, ne sont même capables aujourd'hui de soutenir. Donc c'est un processus non linéaire qui se démultiplie l'activité économique d'un point de vue du présent jusqu'au futur. Et maintenant, le gouvernement égyptien construit un nouveau canal de Suez pour le transport autour de cette nouvelle route de la soie maritime. Donc ça prouve le cas. Donc la relation de l'Égypte à la Russie et à la Chine s'est renforcée. Et simultanément, la relation avec le président Obama des États-Unis et beaucoup d'autres nations de l'Union européenne, malheureusement, s'est détruite. À une conférence développement économique de l'Égypte qui a eu lieu à Sharm el-Sheikh en mars cette année, le gouvernement égyptien présentait un nombre impressionnant de projets infrastructures pour la nation et pour l'eau et proposait aux compagnies nationales d'y participer.
Ceci est une carte simple, simpliste, de ce type de projet. Donc le projet du canal de Suez, une zone industrielle avec un nouveau port pour augmenter le trafic dans le canal de Suez dans les deux sens. Parce qu'aujourd'hui, on a des bateaux qui attendent 12-15 heures, en fait, pour pouvoir passer à travers le canal. Donc il y aura un développement de la zone industrielle, des nouveaux chemins de fer, un nouveau port et toute une nouvelle zone industrielle autour du Caire, avec d'autres projets infrastructurels pour révolutionner l'Égypte et l'économie égyptienne. Un des aspects du travail avec la Russie, c'est de construire justement la première centrale nucléaire sur la côte méditerranéenne avec une compagnie russe. Et quand Poutine est venu en Égypte en février dernier cette année, ont signé des accords, et le président Al-Sisi est allé en Russie, et il y avait des drapeaux égyptiens partout quand Poutine est venu. Ils étaient fiers de leur pays et de ce que ça va générer. Il y a beaucoup d'autres projets autour de l'eau. Par exemple, je laisserai au professeur Metwali, dont il est spécialiste sur les questions de l'eau et sur le développement agriculturel. Il y a d'autres exemples. Je vais directement parler de problèmes axiomatiques dont Mme Larouche a parlé ce matin. La question malthusienne, qui pollue l'esprit des dirigeants politiques. Je vais donner un autre exemple d'un point de vue international. C'est le Premier ministre Li Keqiang. Il a fait un voyage en Afrique de l'Ouest en 2014. Et il a offert la coopération à ces pays, à beaucoup de pays, pour des projets infrastructurels. Parce qu'ils en ont besoin fondamentalement. C'est une image également simplifiée des agréments qui ont été faits pour lancer des projets immédiatement au sud du Soudan, en Éthiopie, des corridors également de développement pour des nouveaux chemins de fer modernes, pour débloquer justement le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda et l'Est du Congo. On a publié une série d'articles dans notre magazine sur cette question et surtout l'intégration justement sur la région du Nil pour l'Afrique de l'Est. Avec l'aide des BRICS et de la Chine, les États-Unis et l'Europe n'ont jamais contribué à aucun projet d'infrastructure en Afrique. Ils ont été pillés par les Britanniques par le passé, l'Empire britannique, pour plus de 100 ans. Et après, ils faisaient des coups d'État sur coups d'État, après guerre civile, après guerre civile. Mais pendant ce temps-là, évidemment, les grandes plantations, les grandes compagnies minières pillaient les ressources de ces pays. Le manque d'infrastructures a rendu les transports très les plus chers dans le monde. Mais c'est en train de changer. Les pays qui ont des grandes ressources naturelles aujourd'hui, qui peuvent développer leur région intérieure, amener la prospérité, le développement technologique, ils ont un potentiel aujourd'hui qui peut être réalisé. La carte de l'Afrique va changer. La carte de l'Afrique va changer et est déjà en train de changer avec des grands projets d'infrastructures qui sont aujourd'hui lancés. C'est une carte que j'ai utilisée. Et qui identifie justement les grands projets hydroélectriques, transports, énergétiques dans toute la région, dans toute l'Afrique. Nous avons déjà l'Éthiopie développant un gros potentiel hydroélectrique, puisqu'ils ont un gros potentiel hydroélectrique qu'ils n'ont jamais développé, un système de transport moderne. Le grand projet d'Inga en République démocratique du Congo, pour lesquels les Chinois ont présenté une étude de faisabilité et sur lesquels ils sont en train de travailler aujourd'hui, qui pourrait produire 40 gigawatts d'électricité
Ce serait la plus grande centrale hydroélectrique du monde et d'autres projets majeurs comme cela. Des projets qui ont été abandonnés depuis des dizaines d'années, mais qui commencent à être remis en place, avec l'aide de la Chine et d'autres nations des BRICS. Égypte, l'Afrique de l'Ouest, malgré les conditions terribles, la situation terrible qui a lieu là-bas. Nous avons aussi une image du projet Transaqua pour revitaliser le lac Tchad, qui est en train de s'assécher, et on en a discuté depuis longtemps, on a fait du lobbying depuis longtemps, que les États-Unis et l'Europe puissent soutenir ce projet dont 30 millions de personnes dépendent. Et je pense que la Chine et les autres nations vont intervenir pour rendre ce projet aujourd'hui une réalité. Donc l'Afrique aujourd'hui est en train de changer et va changer. L'Éthiopie, par exemple, ne sera plus jamais associée avec la famine et ce genre de problème, parce qu'ils ont lancé des grands projets pour les constructions de barrages hydroélectriques et des transports. Ils vont partager les fruits de leurs barrages hydroélectriques avec le Soudan, Djibouti, le Kenya et l'Égypte. Il y a beaucoup d'espoir en Afrique et aussi au Moyen-Orient pour un futur meilleur. Merci à la Chine et l'Europe et les États-Unis devraient participer plutôt que de l'empêcher. Merci à tous.